attention, euh, il y a des choses qui se baladent. Pour l'instant, ce n'est pas hostile. Et pourquoi on peut dire que c'est pas hostile? Parce qu'on est encore vivant pour en parler. Si jamais ça venait d'ailleurs, vous vous rendez compte la technologie qu'ils peuvent avoir? Ils nous pulvérisent. Comme le disait Stephen Hawking, paix à son âme aussi, qui était le cosmologiste, le physicien, qui avait la maladie de Charcot. Qu'est-ce qu'a dit Stephen Hawking? Il a dit les extraterrestres, il ne croyait pas à lui. Il dit, de toute façon, c'est quand même une mauvaise idée d'avoir envoyé au milieu de nulle part le Golden Discover, le disque d'or, avec nos empreintes génétiques, notre emplacement interstellaire, notre datation par uranium enrichi, parce que ça nous donne notre degré de technologie, parce que vous comprenez, Alors, si, vous parlez de ce qui a été envoyé avec les sondes Voyager, dans c'est ça? l'espace, exactement. C'est Pionnier qui avait envoyé ça. Donc, si jamais c'est récupéré par quelqu'un dans l'espace très très loin, eh bien, il a tout de nous. Il a notre biologie, notre développement technologique, notre emplacement interstellaire. Par rapport à cela, si vous n'avez pas capté et qui se dit il y a des ressources à leur piquer, eh bien, je peux vous dire une chose. On va se pencher sur l'histoire humaine, regarder ce qui est advenu des Indiens d'Amérique lorsque Christophe Colomb a débarqué avec son armada. L'autre était arrivé avec des bateaux et des canons, les autres étaient avec des flèches. Dans ce cas-là, les Indiens avec les flèches, ce seront nous. Donc, Hawking était défavorable à avoir envoyé au milieu de nulle part, comme une bouteille à la mer, nos, notre position avec notre potentiel. En gros, c'est ça. Donc, Oui, après, ça reste. ça montre quand même peut-être aussi notre envie de savoir et puis peut-être de faire des rencontres. Eh ben, si je prends moi à mon niveau, moi, je suis content qu'ils aient fait ça, les scientifiques. Hein. Vous savez, il y a les écoutes scientifiques, le projet SETI qui avait été initié par Carl Sagan, et puis je crois que c'était Frank Drake aussi. Hein. Frank Drake avait fait une formule, contact extraterrestre, et puis etc. Les civilisations, combien de chances elles auraient de nous contacter? Sauf que Frank Drake, il a oublié un truc, c'est pas qu'il l'oubliait, à l'époque, c'était pas prouvé, il manquait les exoplanètes, dont la première a été découverte en 1995 par le duo suisse Michel Mayor, Didier Queloz, sur la méthode de transit, c'est-à-dire un corps qui passe devant une étoile. Et c'est comme ça qu'ils ont détecté, un peu par hasard, Pégasi 51b, qui est une Jupiter chaude, c'est-à-dire là-dedans, il n'y a pas la vie, ça c'est clair. Les températures sont infernales, etc. Il y a rien pour abriter la vie telle que nous la connaissons, c'est-à-dire c'est la chimie du carbone. La chimie du carbone, c'est quoi? Il faut de l'eau, puis un mélange de choses, du phosphore, il y a pas mal d'ingrédients qui fait que la vie sur Terre existe. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça qu'on cherche une zone d'habitabilité, les scientifiques, et donc, ça me passionne, l'exploration scientifique. C'est pour ça que je suis Nathalie Cabrol, je suis Avi Loeb, je suis Chris McKay, qui est un autre exobiologiste, David Grinspoon, planétologue, c'est le spécialiste de Vénus, je suis un certain nombre de personnes, et aussi Michael Gillon, que je salue, parce que je suis en contact plus ou moins avec Michael Gillon. Michael Gillon, c'est le Belge qui étudie les données du satellite Speculoos. C'est lui qui a découvert le système planétaire de TRAPPIST-1. TRAPPIST-1, où là, il y a un prototype sur cet échantillon planétaire. Il y a une planète qui est assez bien placée en orbite autour de son étoile et qui pourrait, néo conditionnel, abriter la vie. À l'heure où je parle, Michael Gillon étudie de près cette possibilité et cette cible. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben moi, ça me passionne cette exploration. Ça passionne pas tout le monde. Alors après, effectivement, on peut se dire qu'il y a un danger. Parce qu'effectivement, si vous avez une espèce belliqueuse quelque part, qu'elle soit de nature artificielle, parce qu'on ne sait pas, l'intelligence artificielle, c'était la crainte de Hawking de son lit de mort. Hein. Hawking a dit finalement, c'est plutôt des extraterrestres qui me préoccupent. C'est IA, intelligence IA, en français, intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que lorsque le programme qui calcule plus vite que nous, plus précisément, va se dire que son créateur ne lui sert à rien, il va peut-être rectifier le problème. Et là, ce sera peut-être un danger. Et si jamais ce truc-là est simplement reprogrammé par des hackers, ça risque de mal se terminer. Ce sont les films de science-fiction qui abordent plus ou moins le sujet avec Fantasy, les Terminators et compagnie, les iRobots et ce genre de films qui traitent la science-fiction, traitent Quand de cette. vous parlez d'intelligence artificielle, vous parlez d'intelligence artificielle extraterrestre ou humaine? Moi, je parle humaine dans un premier temps. Mais maintenant, avec le respect, Frédéric, si vous avez une civilisation qui a 100 ans d'avance.
Juste 100 ans. J'ai dit, bien si, on n'en sait rien. Ça peut être 1000 ans, ça peut être plus. Pourquoi 100 ans? Jean-Gabriel Grélet me disait, vous savez, ils ont peut-être pas tant d'avance que ça sur nous, peut-être que 100 ans, mais ce serait énorme. Je vais vous dire pourquoi. Regardez ce que nous avons fait en 60 ans, depuis le début des années 50 jusqu'à maintenant. Scanner, échographie, ordinateur portable et téléphone à la fois. Regardez le bond que nous avons fait. Kevlar, graphène, AMF qui arrive, alliage à mémoire de forme, etc. Regardez ce que nous avons accompli en progrès. On a mis près de 1000 ans pour aller à l'ère mécanique. Regardez ce que nous en sommes. Nous en sommes maintenant à l'ère spatiale et informatique, et intelligence artificielle et robotique. Tout cela combiné. Imaginez-vous qu'il y a une civilisation quelque part qui est 100 ans d'avance. Peut-être qu'elle n'existe même plus. Mais par contre, ce leur a réalisé, peut-être qu'elle a une IA ultra performante qui est capable de s'auto-répliquer. Finalement, les triangles, quand les gens disent, moi je suis allé en Belgique, vous savez, parce que j'ai fait 2 fois une conférence à Bruxelles. Et vous savez ce que me disaient les témoins? Moi j'ai vu une plateforme volante. Parce que moi j'ai parlé des bases américaines et du furtif F-117A de la firme Lockheed. Et le mec, il s'est mis en colère. Là, tu as vu que déjà, c'était pas un menteur dans ce qu'il racontait. Parce que tu voyais dans son œil que, eh ben, il avait l'impression que je le prenais pour un abruti. Et il m'a dit, moi, tu me fais pas rigoler avec ces choses-là. Arrête avec ton Mirage, ton avion, qui n'est pas un Mirage, qui est le 117 à voilure triangulaire. Il fait un boucan d'enfer. Il fait plus de bruit que les F-16 ou maintenant les F-22 Raptor. Arrête avec ces conneries. Et je te signale qu'il est simplement invisible, furtif, à l'écho-radar, puisqu'il est capable de voler à une altitude en dessous du seuil radar, et c'est pour ça qu'il n'est pas détecté. Sauf qu'entre-temps, Jean-Gabriel Grélé m'a dit qu'en France, il y avait 3 instruments qui étaient capables de le détecter. Il faut juste dire que l'F-117, ils s'en servent plus, les États-Unis. Avion de renseignement qui n'était pas armé. Pourquoi? Pas détectable, donc pas besoin d'être armé. Donc, même pas plus qu'accompagné par des mirages pour le défendre. Il était censé ne pas être détecté. Donc, le F-117, quand il volait seul, il prenait des clichés et puis il renseignait. Voilà le rôle du F-117A, son rôle euh, prima- euh, euh, prioritaire. C'était son rôle prioritaire. Donc, voilà, de faire du renseignement. Bon, maintenant, ils en sont où, les Américains? Bon, voilà. Et nous, en France, on n'est toujours pas capable de le reproduire, entre parenthèses. Et on l'a découvert à cause de quoi? À cause de la vague belge. La vague belge, Jean-Pierre Petit, qui était physicien en CNRS, physicien des plasmas, la mécanique des fluides, autrement dit de la magnéto-hydrodynamique, MHD. Allez voir sur YouTube, tapez Jean-Pierre Petit, il va vous expliquer ce que c'est, mieux que moi. C'est lui qui a étudié pendant toute sa carrière sur ce dossier. Qu'est-ce que dit Jean-Pierre Petit? On a découvert le F-117 à cause de la vague belge. Vous savez pourquoi? Les Belges se sont empressés de dire, ah non, 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 hein. Les Français commencent de vous voir arriver, hein. Les Américains, ils ont dit la même chose. Ça, c'est pas à nous. Parce que nous, voilà ce qu'on fait. Et à partir de là, on a découvert le F-117. C'est-à-dire que le F-117 qui a fait la guerre du Golfe numéro 1 et numéro 2, on n'aurait jamais su son existence, peut-être que maintenant. Vous Hmm. vous rendez compte? Le retard que nous avons sur l'armée américaine. C'est pour ça que je n'exclus pas des engins non conventionnels américains, de nature militaire ou autre, et là maintenant de Kingdom, des prototypes. Les prototypes, c'est-à-dire qu'ils sont sur des tests et qu'effectivement, à cause de la vitesse, de manœuvrabilité, etc., ils testent leur joujou après l'avoir fait en soufflerie, eh ben, qu'ils le font à l'état naturel. Donc, vous voyez que c'est très très vaste, nos histoires d'OVNI, il faut tout prendre en considération. Et quand des scientifiques et des sceptiques de mauvaise foi nous disent, il n'y a rien, vous affibulez, mais eh oh, s'il vous plaît, vous êtes de mauvaise foi. L'affaire de Valensol, enquête de gendarmerie, vous l'avez consulté une fois dans votre vie? L'histoire de Quaroup dans le Nord, vous l'avez consulté? C'était un canular? Ah bon? Le mec, c'était un ivrogne? Ah bon? Alors pourquoi il était interrogé par les gens de la DGA, par le renseignement et les militaires? Parce que vous croyez qu'ils ont du temps à perdre pour un hurluberlu? Moi, je crois pas. Et c'est ça la vérité. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a un cover-up, et là enfin je réponds à votre question, et j'ai dû expliquer quand même tout ça, parce que vous imaginez des militaires qui vous disent on est garant de votre sécurité, il y a des choses, ça se balade, et ben on ne maîtrise pas. Et si un jour ça devient hostile, il faut être clair, on sera impuissant. Vous les voyez dire ça?
Mais là, je crois que dans la rue, c'est la pagaille, hein. Après, il peut y avoir aussi autre chose, des ordres venant d'au-dessus. Imaginez qu'on fait de la rétro-ingénierie dessus et qu'on découvre quelque chose, une énergie qui soit non polluante, gratuite. Tous les lobbying, ils s'effondrent. Je ne crois pas qu'eux vont vouloir perdre ce qui les fait vivre, hein. Total, ils peuvent aller se coucher, hein, si c'est ça, hein, etc. Donc je ne crois pas que ça, moi je l'ai la réponse. C'est-à-dire que ça dérange. Et ça dérange pourquoi? Soit pour des intérêts, soit pour la sécurité, effectivement, pour pas affoler la population. Et là, il semble que petit à petit, on le voit, des États-Unis, eh ben, ils nous lâchent des morceaux parce qu'ils s'aperçoivent que les gens, finalement, admettent, peut-être grâce aux publicités, grâce à la science-fiction, la littérature, les films de science-fiction, on voit de plus en plus d'extraterrestres, ceci, cela, et peut-être qu'on prépare la population à cette possibilité, à cette probabilité. Notez que je parle de probabilité et de possibilité, et non pas d'un fait. Les faits, il y a des choses inconnues. Les probabilités, c'est que ça peut venir d'ailleurs. D'ailleurs, on a tout dit, rien dit. Est-ce que c'est d'un autre monde? Est-ce que c'est d'une autre planète? Est-ce que c'est d'une autre dimension? Et là, je peux vous dire, il y a du travail.